Je suis assise dans le salon de mes parents, perchée sur le bord du fauteuil à motifs floraux qui occupe la même place depuis 20 ans. Les guirlandes de Noël scintillent aux fenêtres, se reflétant sur les photos de famille encadrées qui bordent les étagères en acajou. Des images de vacances, de remises de diplômes et de célébrations, où mon sourire n'atteignait jamais vraiment mes yeux. La cheminée crépite, envoyant une chaleur dans toute la pièce qui ne pénètre pas le froid qui s'installe dans ma poitrine. Le cri perçant de Juliette traverse l'air, tandis qu'elle déchire une petite boîte emballée dans du papier doré. « Maman, papa, c'est exactement ce que je voulais. 3 900 €. Il ne fallait pas !» Elle sort un sac Gucci marron couleur crème, le caressant comme un nouveau-né. Le logo du créateur accroche la lumière alors qu'elle sautille sur ses genoux. 26 ans, mais en paraissant 16. Maman rayonne. Seulement le meilleur pour notre petite princesse. Papa hoche la tête, satisfait. « Tu le mérites, ma chérie. » La pièce se fige, tandis que je déballe soigneusement mon cadeau. Une petite enveloppe scellée avec un autocollant en forme de flocon de neige. Mes doigts ne tremblent pas encore. Ils ont eu l'habitude de cela. À l'intérieur, une carte de 2 €, avec des montagnes enneigées et le message imprimé « Joyeuse fête ». Pas de mots manuscrits, pas de carte cadeau, pas de chèque. Mon visage reste composé, tandis que quelque chose au fond de moi se brise. 29 années d'espoir s'effondrent en un instant. De l'autre côté de la pièce, tante Marguerite croise mon regard. Sa bouche s'ouvre légèrement, l'horreur traversant ses traits avant qu'elle ne reprenne contenance. Elle sait, elle voit. Papa vérifie sa montre, tripotant le bracelet. La circulation sera mauvaise si nous ne partons pas au restaurant avant 19 h. Maman se dépêche de remplir à nouveau le verre de lait de poule de Juliette, évitant mon regard avec une facilité pratiquée. « Regardez comme le cuir capte la lumière », annonce Juliette, paradant dans le salon avec son nouveau trésor. Il va avec tout ce que je possède. Mes mains finissent par me trahir. Un léger tremblement, tandis que je plie soigneusement la carte et la glisse dans ma poche. Un souvenir d'invisibilité. Plus tôt aujourd'hui, je me tenais dans mon modeste appartement parisien du 11e arrondissement, emballant des cadeaux que j'avais sélectionnés avec un soin douloureux. Mon salaire d'enseignante de 2 400 € net par mois, étiré entre le remboursement de mes études et le loyer, mais j'avais économisé pendant des mois pour ce jour. L'écharpe en soie l'altojo soie italienne pour maman, 165 €, emballée dans du papier argenté avec un nœud que j'avais fait 3 fois pour qu'il soit parfait. Elle va adorer le motif bleu, avais-je chuchoté, lissant les bords. Le stylo Parker pour papa, 130 €, gravé de ses initiales, niché dans un écrin de velours. Il avait mentionné avoir besoin d'un nouveau stylo pour ses rendez-vous clients. Le livre d'art rare pour Juliette, 110 €, emballé avec un mot manuscrit sur l'exposition que nous avions promis de voir ensemble. Une promesse de sœur jamais tenue. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, avais-je dit à mon reflet en appliquant mon mascara. Attention à ne pas faire de bavure. L'espoir, cette mauvaise herbe tenace, fleurissait encore, après des décennies de gel. Maintenant, je me lève, lissant ma jupe, tandis que la famille continue à célébrer autour de moi. Juliette prend des photos de son sac pour Instagram. Papa se verse un autre cognac. Maman arrange des biscuits sur un plateau vintage. Je pense que j'ai besoin d'air frais, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Personne ne lève les yeux, sauf tante Marguerite, qui traverse la pièce et touche mon épaule. Ses doigts pressent fermement un code morse de compréhension. « Tu n'as pas tort, » chuchote-t-elle. « Tu mérites tellement mieux. » Je hoche la tête une fois, la gorge serrée, et récupère mon manteau du placard de l'entrée. La laine gratte contre mes poignets, tandis que je le boutonne méthodiquement de bas en haut. Personne ne remarque quand je sors par la porte d'entrée, laissant le dîner inachevé. Le silence profond me suit dans les marches du perron, à travers l'allée glacée, jusqu'à ma voiture saupoudrée de neige fraîche. Le trajet jusqu'au parc de Belleville prend 12 minutes. Je me gare face au belvédère, les lumières de Paris étalées en contrebas comme des étoiles tombées. La ville continue ses rythmes de réveillon de Noël, inconsciente des veillées solitaires et des traditions brisées. Quand suis-je devenue si invisible pour eux? Les mots embuent le pare-brise, questions sans réponse. Je retire la carte de ma poche, pas seulement du papier, mais un symbole de rejet à vie, 29 années d'espoir d'un amour égal, compressé dans une carte de vœux produite en masse. Mes larmes coulent enfin librement, traces chaudes sur des joues froides. 29 années d'espoir d'un amour égal, et maintenant je vois qu'il ne viendra jamais. Les lumières de la ville se troublent à travers mes larmes, se transformant en aquarelles étalées contre la nuit. Je me demande combien d'autres
sont assises seules ce soir, serrant contre elles la preuve de l'échec de leur famille. Allez voir. Avez-vous déjà été invisible à ceux qui devraient vous voir le plus clairement? Un mois s'est écoulé dans le silence, seulement des appels occasionnels de ma famille. Mais ma tante appelle souvent pour prendre de mes nouvelles. Un mardi après le travail, j'étale des albums photos sur le sol de mon salon, la lumière de janvier luttant à travers la couverture nuageuse perpétuelle de Paris. 1 mois depuis Noël. 1 mois depuis la carte à 2 €. Élise Moreau, fouilles archéologiques? Je chuchote, traçant mon doigt le long d'une photo de mon 13e anniversaire. Un gâteau de supermarché trône devant moi, le glaçage légèrement fondu sous les lumières de la cuisine. Mon sourire semble répéter. À côté, je place une autre photo, les 16 ans de Juliette, au Georges V, des lustres en cristal brillant, au-dessus d'un gâteau personnalisé à 3 étages. Le bras de papa autour de ses épaules, tandis que maman ajuste le nouveau collier de perles de Juliette. Je n'avais jamais réalisé avec quelle méthode j'avais documenté ma propre disparition. Lettres d'acceptation universitaire, conservées dans des chemises plastifiées, la mienne pour la Sorbonne avec une bourse d'excellence complète, leur note agrafée au coin, tu devras travailler à temps partiel pour les frais, celle de Juliette pour l'école de mode, avec leur message griffonné. Nous sommes si fiers, ne t'inquiète de rien sauf tes études. Mes doigts tremblent en tournant vers mes photos de remise de diplôme. Maman et papa arrivant 20 minutes avant la fin de la cérémonie, papa vérifiant sa montre sans arrêt. Désolé d'être en retard, chérie. Le défilé de mode préliminaire de Juliette avait besoin de notre attention. Maman avait lissé mon col, laissé du rouge à lèvres sur ma joue et demandé quand je comptais commencer à chercher du travail. Les preuves m'entourent comme des artefacts archéologiques d'une civilisation construite sur le déséquilibre. J'ouvre le tiroir de mon bureau et sors un cahier de comptabilité relié cuir. À l'intérieur, des colonnes de chiffres suivent des années d'autonomie, relevées de prêts étudiants totalisant 22 400 € malgré un travail de 20 heures par semaine à la librairie du campus pour 11 € de l'heure. Un email imprimé de papa. « Désolé, nous ne pouvons pas t'aider avec la caution de ton appartement en ce moment. » À côté, une coupure de journal sur l'école de mode de Juliette. Frais de scolarité, 34 500 € par an, plus 18 000 € pour son programme d'études indispensable à Milan. Les chiffres brûlent dans ma vision comme des enseignes néon accusatrices. Mon relevé de loyer actuel, 1 100 € mensuels pour un 2 pièces au chauffage peu fiable. Le post Instagram de Juliette sur son nouvel appartement de luxe dans le Marais, béni par le soutien familial, loyer 2 500 €, entièrement financé. Mon téléphone vibre, je l'ignore, me concentrant plutôt sur une pile de cartes d'anniversaire familiale. L'écriture de maman au fil des années multiples. Élise. Je sors mon journal de la table de nuit et place soigneusement la carte à l'intérieur. En dessous, j'écris en lettres délibérées la dernière fois que je m'en dirai de l'amour. Mon téléphone vibre encore avec une notification du chat de groupe familial. J'ouvre les paramètres et le mets en silencieux. Terminé. Un autre texto de maman. Dîner décontracté dimanche, ton père fait griller des steaks. Je tape. Désolé, j'ai des projets. Pas d'excuses élaborées, pas de promesses de reporter. Juliette appelle ensuite. Élise, peux-tu m'aider à déménager dans mon nouvel appartement ce week-end? Maman et papa sont occupés avec une histoire financière. Mon doigt plane au-dessus de l'écran. L'ancienne Élise aurait réorganisé son emploi du temps, serait apparue avec café et croissant, aurait passé des heures à monter des meubles Ikea, tandis que Juliette dirigeait depuis la touche. Je ne suis pas disponible. Je tape en retour. Bonne chance pour le déménagement. 3 points apparaissent, tandis qu'elle tape, disparaissent, réapparaissent. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers temps? Je prends une profonde inspiration et tape ce qui pourrait être le message le plus honnête que j'ai jamais envoyé. J'ai besoin de temps, loin des rassemblements familiaux. La réponse est immédiate. Maman va être contrariée. Je pose le téléphone sans répondre. Pour une fois, ce n'est pas ma responsabilité. Debout devant mon miroir de salle de bain, j'étudie mon reflet. Les mêmes yeux noisettes, le même nez droit, la même personne qui a passé 29 ans à espérer l'égalité. Quand l'espoir devient-il autodestructeur? Je demande à mon reflet. De retour à mon journal, j'écris une autre question. Que dirais-je à mes élèves s'ils étaient traités de cette façon? La réponse vient avec une clarté saisissante. Je leur dirais qu'ils méritent le respect. Je leur dirais que l'amour ne devrait pas exiger une preuve constante de valeur. Je leur dirais que parfois, la famille dans laquelle nous naissons n'est pas équipée pour voir notre valeur. Je ferme les albums photos, range le carnet des inégalités financières et empile tout soigneusement dans une boîte de rangement.
Pas pour oublier, mais pour préserver les preuves. Pour me rappeler en semaine que ce n'est pas imaginé. Ce n'est pas une réaction excessive. Le schéma est réel. L'effacement est documenté. Et pour la première fois, je me permets de le voir clairement. Quand avez-vous réalisé qu'un schéma douloureux dans votre vie devait changer? 6 semaines plus tard, je suis déjà installé dans mon nouveau poste, et je me concentre complètement sur moi-même. Le soleil traverse les fenêtres de l'atelier de poterie, tandis que j'enfonce mes doigts dans l'argile fraîche. Le tour tourne, mes mains guident, et quelque chose de beau émerge du néant. Je viens ici tous les samedis matins depuis 6 semaines d'affilée, le reçu de 220 € pour le cours épinglé au calendrier de ma cuisine, avec un aimant qui proclame « investissement en soi ». Vous avez un toucher naturel pour cela, Élise, dit Miranda, l'instructrice. Ses cheveux striés d'argent tombent sur son visage, tandis qu'elle se penche pour examiner mon travail. La plupart des débutants luttent contre l'argile. Vous apprenez à collaborer avec elle? La métaphore ne m'échappe pas. Pendant 29 ans, j'ai lutté contre la perception que ma famille avait de moi au lieu de construire quelque chose de nouveau avec les matériaux à portée de main. Merci, dis-je, appliquant une pression douce pour former le bord de ce qui deviendra un bol de service. J'essaie d'être plus patiente avec le processus. Pas seulement avec l'argile, mais avec moi-même. Les mots de la séance de thérapie d'hier résonnent dans mon esprit aussi clairement que si Dr. Dot Williams se tenait à côté de moi. Votre valeur ne se mesure pas par leur reconnaissance. 90 € par séance. Argent que j'aurais autrefois dépensé en cadeaux élaborés pour des gens qui ne les appréciaient jamais. Maintenant, ces fonds construisent mon paysage intérieur à la place. Hier soir, j'ai retiré la dernière photo de famille du mur de mon salon. L'espace accueille maintenant 3 gravures encadrées que j'ai choisies d'un artiste local, des images d'arbres solitaires se dressant fort contre des ciels orageux. Ma bibliothèque s'est transformée aussi, se remplissant de volumes que j'ai choisis pour moi, plutôt que des classiques littéraires que mon père insistait représenter les gens cultivés. Mon téléphone vibre. Le nom de maman apparaît sur l'écran, avec sa tentative hebdomadaire de restaurer les anciennes dynamiques. « Élise, ma chérie, je pensais que tu devrais organiser le dîner de Pâques cette année. Juliette est si occupée avec son nouveau projet, et cela te donnerait une chance de montrer à tous tes talents culinaires. » Les points de suspension dans sa voix portent le poids d'un jugement non dit. Il y a 3 mois, j'aurais accepté immédiatement, désespéré de prouver ma valeur, à travers des œufs parfaitement mimosa dans un appartement impeccable. Aujourd'hui, je pose mes mains couvertes d'argile et tape une réponse simple. Je ne suis pas disponible pour organiser Pâques cette année. J'ai des engagements préalables. Pas d'explication, pas d'excuses, juste une limite, claire comme la ligne entre l'argile humide et la table sèche. Très bien, dit Miranda, hochant la tête vers mon bol. Vous êtes centré. Je le suis, de plus de façon qu'une. Lundi matin apporte une validation inattendue à l'école. Le principal Harrington me convoque dans son bureau, glissant mon évaluation d'enseignante sur son bureau avec un sourire rare, réchauffant son visage habituellement sévère. C'est un travail exceptionnel, Élise. Les réponses des élèves à votre unité d'écriture créative étaient remarquables. Je n'ai jamais vu des chiffres d'engagement comme ceux-ci. J'accepte le dossier, parcourant les commentaires des élèves. Un saut aux yeux. Le devoir de Madame Moreau sur l'écriture de notre histoire de vie, d'une perspective différente, a changé ma façon de me voir. Je n'avais jamais pensé à être le héros au lieu de la victime. Les mots atterrissent dans ma poitrine comme une pierre chaude. Toutes ces années à me sentir invisible, et me voici, et dans les autres à se voir plus clairement. Il y a autre chose, continue le principal Harrington. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger le programme d'écriture d'été. Votre esprit indépendant est exactement ce dont nous avons besoin. Cela vient avec une prime, bien sûr. Le mot « indépendant » ne pique plus, comme il le faisait autrefois quand ma mère l'utilisait pour justifier sa négligence. Maintenant, il porte le poids du respect. Je serais honoré, je réponds, redressant les épaules. Cet après-midi, je reçois un email m'invitant à présenter à une conférence d'éducation régionale. Mon doigt plane au-dessus du bouton supprimeur, mon premier instinct étant de supposer qu'il m'a été envoyé par erreur. Puis, je me souviens des mots de Dr. Williams. Supposez que vous méritez de bonnes choses, jusqu'à preuve du contraire. Je clique sur accepter à la place. Plus tard dans la soirée, j'ouvre mon application bancaire et transfère 450 € vers le compte intitulé « À compte maison », le premier dépôt de beaucoup. Une maison qui sera vraiment mienne, pas un espace que j'occupe en marge de la vie de quelqu'un d'autre. Le téléphone sonne à minuit. La voix sanglotante de Juliette remplit mon oreille, avant que je puisse même dire bonjour. « Il a rompu avec moi, Élise.
Je n'arrive pas à le croire. Derek est parti après le dîner. J'ai besoin que tu viennes. Je ne peux pas être seule maintenant. L'ancienne Élise aurait sauté du lit, jeté des vêtements et conduit à travers la ville à des vitesses dangereuses pour réconforter sa sœur. La femme que je deviens prend une respiration. Je suis désolée que cela soit arrivé, Juliette. Je peux parler demain pendant ma pause déjeuner? Quoi? J'ai besoin de toi maintenant. C'est sérieux? Je comprends que tu souffres. Je suis disponible à midi demain. Mon temps compte aussi. Le silence choqué s'étire entre nous. Un nouveau territoire qu'aucune de nous n'a cartographié auparavant. Je suppose que je peux attendre jusqu'à demain, chuchote finalement Juliette. Puis, quelque chose que je n'ai jamais entendu d'elle auparavant. Je suis désolée, Élise. Je n'ai pas pensé à l'heure qu'il était. Après avoir raccroché, je reste éveillée, m'attendant à moitié à l'appel de suivi de maman, indignée de mon égoïsme. Il arrive à 1h17, sa voix en colère remplissant ma messagerie vocale d'accusations familières. Je l'efface sans l'écouter jusqu'à la fin. Dans les semaines à venir, mon réseau de soutien s'étend comme des ondulations dans l'eau tranquille. Robert, le professeur d'histoire dont la classe est en face de la mienne, s'arrête à mon bureau après la dernière sonnerie. « Je me demandais si tu aimerais dîner vendredi, » dit-il, ses mains tripotant un trombone. « Juste entre amis, mais j'ai toujours admiré tes étudiants. » Tante Marguerite arrive pour une visite de week-end, dépliant la courte pointe de grand-mère sur mon lit avec des mains révérencieuses. « Elle a toujours vu ta lumière, Élise, même quand les autres ne la voyaient pas, » dit Marguerite, lissant le tissu délavé. « Elle a laissé ceci spécifiquement pour toi, parce qu'elle savait que tu apprécierais son histoire. » Mes camarades de classe de poterie organisent une randonnée au Mont Blanc. Ma thérapeute note comment ma posture a changé, s'ouvrant comme une fleur, se tournant vers le soleil. Lors d'une réunion du personnel, quand le directeur sportif rejette ma suggestion d'incorporer l'écriture créative dans l'éducation physique, ma collègue Sandra prend la parole. Élise dit cela depuis des années. La recherche soutient son approche. Le chat de groupe familial résonne avec l'annonce du mariage du cousin Caleb pour juin. Tout le monde répond avec une acceptation enthousiaste. Je tape simplement. J'y assisterai, mais je conduirai séparément. Le texto privé de maman arrive dans les minutes. Pourquoi es-tu difficile? Je considère une douzaine de réponses avant de m'installer sur la vérité sans malice. Établir des limites saines, ce n'est pas être difficile. Dans mon calendrier, je crée l'entrée « mariage », 2 heures maximum. Amener Robert? Nous sortons ensemble depuis un moment. Le jardin de balcon que j'ai commencé, fleuri avec des herbes et des fleurs sauvages indigènes. Tandis que la lumière du soir filtre à travers les feuilles, je m'assieds avec mon journal ouvert sur mes genoux. Les pages contiennent moins de questions maintenant, plus de déclarations. Aujourd'hui, j'écris « La croissance nécessite à la fois distance et nourriture ». Mes doigts, encore faiblement tachés d'argile, tracent les mots. Quelle graine d'estime de soi êtes-vous prêt à planter dans votre propre vie? La question surgit sans invitation, tandis que je regarde une abeille naviguer entre les fleurs, déterminée dans son voyage. La réponse fleurit en moi, plus forte que n'importe quel doute ne pourrait l'accabler, celles qui me permettront enfin de prospérer. Et dans les mois à venir, je montrerai finalement à ma famille qui je suis.